Drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Depuis la dernière fois que j'ai reçu mon invité du jour, nous avons fait un tour complet du soleil. Nous aurions pu passer cette année à juste regarder le soleil tourner, mais non, l'année fut plutôt chargée. Et cette saison, nous faisons un bilan de l'année, et on imagine surtout l'année à venir. Mais alors, que s'est-il passé pour nous, les devs, en 2021 ? Notre métier va-t-il être enfin remplacé par des IA, et surtout, que nous réserve l'année à venir ? Pour répondre à ces questions d'avenir, je ne reçois pas Madame Irma, mais il est connu comme le loup blanc. Quentin, bonjour. Bonjour. Alors Quentin, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui peut-être ne te connaîtraient pas encore sur ce podcast ? Donc, bonjour à tous, je m'appelle Quentin Adam, c'est moi le pseudo imprononçable WXZCE. J'ai le plaisir de diriger une entreprise qui s'appelle Clever Cloud, qui est une service qui fournit de l'automatisation de l'IT et du cloud computing un peu partout dans le monde. Et une très belle Et entreprise. j'ai fait deux, trois autres machins. Deux, trois autres. Il y a effectivement des beaux projets. Il y a eu Maker que tu as fait, dont on a déjà parlé sur ce podcast. Il y a ton podcast aussi, Message à caractère informatique, avec les équipes de Clever Cloud. Donc effectivement, il y a encore d'autres choses que je ne connais peut-être pas ou que je ne pense pas à citer, mais effectivement, tu es quelqu'un de plutôt très actif. J'ai des courtes nuits. Donc on se voit aujourd'hui pour faire un petit peu un bilan de cette année 2021 pour nous les devs. Ce serait quoi pour toi la plus grosse news de 2021 dans le monde tech pour les devs ? La plus grosse news, je pense que la plus grosse news dans le monde tech, en fait, celle qui aura le plus d'impact, c'est le fait que, en fait, maintenant, aux États-Unis, il y a une procureure générale qui a été nommée, dont le but est d'investiguer sur le rôle des GAFAM dans l'économie. Et c'est une personne qui s'appelle Lena Khan et qui a commencé les investigations en parlant d'Amazon, de Google, et qui réfléchit à la possibilité de splitter ces boîtes-là. Et je pense que c'est la news qui aura le plus d'impact sur nous. C'est une conséquence directe de la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine. Et du coup, je pense que c'est un des sujets qui est hyper important à câbler. C'est effectivement, il est possible que ça bouge dans la tech américaine. Oui, j'ai vu des gens qui annoncent que, a priori, dans l'année qui vient ou dans les années qui viennent, avec ce changement-là, des gens comme Facebook notamment vont être obligés de splitter leurs activités pour des questions d'indépendance et c'est quoi déjà que je retrouve pas le terme, c'est quand tu as une même boîte qui concentre... De libre concurrence, en Exactement, fait. Ouais, c'est ça. C'est un avis que tu partages, toi ? J'en viens à penser qu'aujourd'hui, la puissance de l'ensemble de ces entreprises est tellement forte, avec un tel impact sur le marché, qui déstabilise tellement l'économie dans son ensemble, parce que c'est des gens qui ont un certain mépris pour les règles du marché mondial, que je pense que je pense que ça pourrait être une bonne chose de poser la question de conglomérats tels que Google ou Amazon, parce que je pense que c'est des conglomérats aujourd'hui qui ont des approches de marché qui sont extrêmement délétères. Et c'est ce qu'on voit dans le procès. Il y a un procès en cours sur Google, sur la publicité. On voit qu'ils font une entente de marché avec Facebook sur des capacités à garder des marchés sous contrôle en termes d'argent, en termes de prix, etc., qui, à mon avis, prouvent clairement que ces gens-là ont aujourd'hui une attaque contre le modèle de la libre concurrence. Et la libre concurrence, elle n'existe pas pour faire plaisir à Adam Smith. La libre concurrence, c'est ce qui garantit
pour le consommateur dans un modèle de marché, hein. On pourrait imaginer d'autres modèles de société, mais dans le modèle de marché qu'on a aujourd'hui, la libre concurrence, c'est ce qui garantit la qualité pour le consommateur et la diversité. Donc, je pense que c'est rétrospectivement, c'est la news dont on a probablement le moins entendu parler dans la tech, mais qui aura le plus d'impact sur nos vies. Et donc, je ne sais pas où ça va aller, mais je pense que c'est une news qui était très importante. Alors, du coup, sur ce sujet-là, moi, depuis quelques années, il y a un truc que je dis régulièrement. Alors, c'est peut-être une connerie, mais j'ai toujours trouvé qu'avec le nombre d'informations et l'impact que Facebook et Google peuvent avoir sur le reste du monde, que ça avait de moins en moins de sens que ce soit des boîtes américaines. Et que pour moi, il y avait peut-être du sens en fait à trouver un statut juridique un peu, tu vois, qui ne dépend pas d'un pays, parce qu'en fait, c'est quand même contrariant de te dire que tu as des boîtes comme ça qui ont autant d'informations sur autant de gens et qui sont en fait sous l'égide de la législation américaine, avec tout ce que ça comporte comme risque. Et tu vois, je m'étais toujours dit, en fait, il faudrait peut-être trouver un système où en fait ces boîtes-là, on les détache de cette égide-là américaine pour les mettre sous un pouvoir juridique, on va dire, international. Et ce qu'on voit, ce qu'on a beaucoup vu cette année aussi, on entend parler beaucoup plus, de plus en plus du Web3, avec cette volonté de décentraliser complètement les informations. Et je pense que c'est aussi une façon de répondre en fait à cette problématique-là. C'est que ces boîtes-là, en fait, aujourd'hui, ont trop de place, contiennent trop de choses, et qu'il faut du coup trouver un moyen de pallier à ça, quoi. En fait, bon, on peut réfléchir à la notion de Web3. Je pense que l'une des notions du Web3, de décentraliser le web, elle serait de sortir de l'emprise de ces plateformes. Le problème, c'est que construire un système centralisé, et je pense que tous les devs autour de la table le savent, c'est assez, entre guillemets, simple. Mais sortir un système décentralisé, ça pose beaucoup, beaucoup de contraintes de performance, d'indexation, parce que enfin, faire de la recherche devient l'enfer. Euh, de, de, donc, enfin, il y a un certain nombre de problématiques techniques qui sont complexes. Surtout que ça veut dire également qu'il faut être capable d'avoir des gens de force égale en performance, capables de se parler. Parce que si quand tu parles à une autre instance de ton truc, elle met 600 ans à te répondre, tout de suite, toute l'algorithmie de ton système devient complexe. C'est pour ça que certains morceaux de code comme Mastodon, etc., ont du mal un peu à percer parce qu'ils sont face à des problématiques techniques qui sont complexes, même si on voit des solutions arriver qui sont de plus en plus intéressantes. Un truc comme Peertube, qui est donc un YouTube décentralisé, et une solution qui est honnêtement magnifique, enfin, à utiliser. Et je pense qu'il y a, enfin, je pense qu'il y a un vrai élan de plusieurs belles solutions qui sont en train de défricher le terrain. Mais c'est évidemment plus compliqué de faire du décentralisé que du centralisé. La deuxième question que ça pose, et c'est une vraie question, c'est que dans un décentralisé où chaque instance fait sa loi, comment faire respecter un consensus global. Par exemple, en France, la loi dit qu'on n'a pas le droit de tenir de propos racistes et homophobes. Aujourd'hui, le faire respecter par des entreprises clairement identifiées avec qui on a un numéro de téléphone, on peut leur parler, c'est déjà pas facile tous les jours, Mhm. mais en plus, enfin, mais au moins on sait à qui le demander. Dans un Web3 complètement décentralisé, la question c'est comment on fait respecter la loi. Après, on peut juger ou pas que la loi c'est une bonne chose, qu'elle interdise de dire des trucs ou pas, mais il n'empêche que c'est un problème. Et donc le problème de tous ces systèmes décentralisés, c'est que des organes de contrôle élus, donc, euh, si on parle des réseaux sociaux, voilà, ça va être l'État. Mais si on parle du Bitcoin et des autres monnaies crypto, le problème est le même. Nous, on a des organes élus qui finissent par nommer des spécialistes à la Banque de France, à la Banque centrale européenne, etc., qui vont eux-mêmes prendre des décisions d'application de loi, et notamment sur la gestion de l'argent sale. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un argent sale? Bah, nous, on a des lois, il y a ce qu'on appelle le Know Your Customer, donc ça permet de dire, bah, quand on a un paquet d'argent quelque part dans un compte, on doit être capable de dire précisément à qui il appartient, ce qui n'est aujourd'hui pas fourni par les plateformes crypto et par essence. Et en fait, la question, c'est comment des organes électifs pourraient avoir de la part de voix sur la gestion de ces choses-là. Et donc, en fait, ça pose une série de questions qui sont toutes passionnantes, qui forment la trame de ce
qui va faire société. Et pour l'instant, je pense on n'a pas les réponses à toutes ces questions-là, mais ça n'empêche pas que c'est un sujet aujourd'hui, je pense, d'importance de réfléchir à qu'est-ce que sera ce futur, tout en étant dans la réalité d'aujourd'hui, la majorité d'Internet n'est pas décentralisée du tout, et le protocole de base d'Internet, qu'est le DNS, n'est pas du tout décentralisé. Je suis d'accord avec toi que c'est des débats passionnants sur cet aspect législatif et sur comment est-ce qu'on contrôle les choses et qu'est-ce qu'on doit contrôler et compagnie. Mais enfin, tu vois, au final, c'est des questions qu'on aurait pu se poser aussi et que certains se posent sur des Facebook, les GAFA de manière générale. Mais ce qu'on voit en fait, c'est que les gens, et je prends vraiment les gens, ils n'ont pas ce niveau d'attention des choses. Et tu vois, tu parlais de Mastodon tout à l'heure. On peut aussi parler des NFT, des cryptos et compagnie. Je pense que c'est aussi des solutions qui apportent beaucoup de réponses à ces sujets-là, soit de centralisation de l'information ou pas, mais qui ont une marche technique à franchir. Tu vois, déjà comprendre Twitter pour quelqu'un qui n'est pas tech, c'est compliqué. Tu vois, quelqu'un qui est habitué à Facebook, il arrive, il a ses amis, il commence à avoir des trucs très bien. Tu arrives sur Twitter, tu t'inscris, t'as rien. C'est à toi d'aller chercher tes machins et compagnie. Si tu t'abonnes à des gens, les gens ils te voient pas automatiquement, il faut qu'ils s'abonnent à toi. Donc tu vois, déjà Twitter, je trouve que déjà c'est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas cette démarche-là. La crypto, Mastodon, tu vois, c'est des trucs, en fait, tu as une technicité de la chose qui fait qu'en fait, Madame Michu, elle y comprend strictement rien et elle est trop loin de ça. Et du coup, en fait, c'est plus facile pour elle d'aller sur Facebook sans se poser de questions plutôt que de se poser des questions et d'aller sur Mastodon ou autre, quoi. Tu vois, il y a aussi cette problématique-là, c'est que les gens n'ont pas le temps ou n'ont pas les moyens techniques pour appréhender ces solutions-là qui aujourd'hui, je pense, sont trop complexes, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi un truc qu'il faut voir, c'est que, notamment dans notre société, on a toujours traité l'informatique et la révolution du numérique comme étant une espèce de conséquence subalterne. Tout ça, c'est virtuel, c'est la matrice, c'est virtuel. Ce qui est complètement faux, hein. C'est une connerie aberrante d'avoir pensé ça. Et je pense que c'était beaucoup lié à des gens qui ne comprenaient pas en fait la, la portée de ces choses-là. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup de gens qui n'ont pas été formés ni à l'école, ni au global. Enfin, les gens sont assez peu formés dans ces domaines-là. C'est en train de changer. Le code est arrivé à l'école. Après, on a demandé aux profs de techno de l'enseigner alors que ce n'était pas du tout leur créneau en théorie dessus. Donc après, je pense qu'il va y avoir des mouvements générationnels, mais clairement, je pense qu'on a un retard sur la compréhension de comment fonctionne Internet au global. C'est-à-dire que quand tu vas à l'école, à la base, tu apprends globalement comment fonctionne l'électricité parce qu'on considère qu'aujourd'hui, un citoyen qui ne sait pas comment fonctionne l'électricité, il est en danger. Et je pense que Internet, c'est la même chose. Et moi, je me souviens à une époque, j'étais prof à la fac. Je donnais cours en fac de sociaux. C'est un peu compliqué, mais je donnais cours d'informatique, d'internet. Et en fait, j'avais un mouvement assez libre en fac de sociaux. Et en fait, face à moi, il y avait 120 étudiants qui voulaient tous, dans leur grande majorité, à près de 80%, devenir grands reporters, ce qui était assez drôle, parce qu'en fait, il n'y a pas de place de grands reporters, et à qui, en plus de donner des idées de comment on pouvait scraper de la data sur le net pour faire du data journalisme, je m'étais mis en tête, parce qu'ils étaient en Master 2, de leur faire des cours en fait, d'économie de base de comment fonctionne Internet, parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, ils ne savaient pas comment fonctionnait Internet. Et, et en fait, quand je leur demandais, après en avoir parlé avec eux, après avoir travaillé avec eux, quand je leur demandais le modèle économique de Facebook, la plupart des gens me répondaient que le modèle économique de Facebook, c'était la vente de parts. Et en fait, sur une classe de 120 étudiants, j'avais peut-être deux personnes qui m'avaient répondu dans l'examen. Bah, en fait, ils vendent de la pub, ces gens. Et ça, je trouve que c'est très, très parlant, en fait. C'est des boîtes qui ont réussi complètement à camoufler leur modèle économique, ce qui fait qu'on ne comprend pas d'où ils partent. Et ça, je pense que c'est un des sujets qui est intéressant dans le monde qu'on vit, et c'est un sujet qui est extrêmement prégnant là, dans la vie qu'on a actuellement, c'est que c'est des boîtes qui vivent beaucoup sur la désinformation. Et si on prend Google et Facebook, ce sont des gens qui, en fait, vivent c'est les plus gros financeurs des sites de désinformation par partage de revenus sharing sur la pub, mais ils se servent en fait au passage. Ils prennent 40 à 50% en fait de ces revenus-là. Et donc en fait, c'est des gens, la désinformation les rend riches. Et c'est pour ça que l'algorithme de Facebook a été démontré par plusieurs chercheurs comme favorisant les publications anti-vaccins.
même s'ils ont dit qu'il ne fallait pas le faire. Parce que l'un des calculs dit qu'en fait, Facebook a gagné 1 milliard grâce à la propagande anti-vax. Et en fait, c'est des boîtes qui, d'un côté, c'est des gens de la vallée qui respectent la science et qui sont parfaitement rationnels dans leur approche, et de l'autre côté, qui, pour des raisons très financières, en fait, se sont retrouvés enfermés dans un canevas où, en fait, pour faire de l'argent, ils sont prêts à abrutir le monde. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement parlant, et ça rejoint l'une des questions là qu'on a sur le chat, qui est, est-ce qu'une partie des gens qui bossent là-dedans, aujourd'hui, sont catastrophés. Et quand on voit des DevRel super connus, effectivement, là on parle de Angie Jones et Chloé Condom, Condom, je ne sais pas trop comment on dit, c'est des gens qui en fait sont effectivement dans la volonté de se dire, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? euh, Parce qu'effectivement, elle a bossé dans un autre modèle avant. Et comment, enfin, Unji Jones, je vais reprendre pour ceux qui ne savent pas, à la base, elle était chez Twitter. Ensuite, elle est passée chez ApplyTools. Mais maintenant, elle est sur la blockchain. Et pourquoi? Mais parce que je pense que ce sont des gens qui aujourd'hui se posent la question de la décentralisation. Je ne sais plus ce que faisait Chloé Condom avant. Je ne sais pas si les gens Donc pour toi, il y a quand même un mouvement de fond qui commence, qui va du coup vers cette décentralisation, et du coup petit à petit les outils vont se mettre en place, que ce soit les outils techniques ou les outils légaux pour que tout ça prenne un peu plus d'ampleur. Est-ce que le too big to fail n'existe pas, et qu'en fait tu penses que Facebook et Google vont petit à petit se faire grignoter par ces solutions-là? bah, je pense que le too big to fail, en fait, il est vrai jusqu'au moment où on met trop en danger certains pouvoirs. Et je ne sais pas jusqu'à quel point ces boîtes-là vont pas avoir des gens qui viennent taper à leur porte pour leur dire, bon, bah, maintenant, on va se recalibrer. Et puis, on voit que les gens qui bossent à l'intérieur peuvent se poser des questions aussi. Et on voit que ce sont des gens qui aussi peuvent avoir des gros problèmes de recrutement. Il y a des gens, ils n'arrivent plus à recruter parce que tout simplement, les gens qui bossent là-dedans, qui sont des gens éveillés, n'ont plus envie de faire partie de ce genre de conglomérat. Donc, je sais pas jusqu'à quel point là, je vois qu'on me dit que Chloé Condom, elle a quitté Microsoft. Microsoft, qui est une boîte assez compliquée quand même à soutenir. Je pense qu'il y a effectivement dans l'IT des gens qui ont envie de quitter ces environnements-là et qui ont envie de s'abstraire de ces environnements-là, voire de les changer pour le mieux. C'est l'histoire de la personne qui a fait l'alerte dans Facebook. Enfin, c'est quand même une des grandes news de l'année, c'est qu'on a des papiers internes de Facebook qui disent on sait très bien qu'on est en train de faire du mal aux gens, mais on va continuer parce que c'est comme ça qu'on rapporte du fric. Enfin, c'est quand même écrit noir sur blanc sur leur communication mail interne. Et je suis en train de perdre le nom. Comment elle s'appelle déjà, celle qui est sortie de Facebook? J'ai plus le nom en tête. Il y a sûrement quelqu'un dans le chat qui va réussir à nous trouver ça rapidement, ou qui la connaît déjà. Et en fait, Frances Hogan. ouais. Frances Hogan, elle sort avec de la documentation qui dit que Facebook est un problème. Et je pense qu'il y a un, enfin voilà, pour moi, il y a un énorme élan, effectivement, mais tu es face à des mastodontes financiers et structurels qui sont pas si simples que ça à battre. Donc je pense que c'est le Web3, c'est ça aussi. Puis le Web3, il y a une sorte de vision très libérale à la fin aussi de ce qu'il y a. Enfin, c'est compliqué parce que d'un côté, c'est des technologies qui sont extrêmement enthousiasmantes, et de l'autre côté, moi, les modèles très libéraux où l'individu est au centre de tout et on considère que toute chose est individuelle, moi, me fait extrêmement peur également, parce que je considère que les valeurs fondamentales, elles sont sociétales, donc on fait groupe. Et par exemple, je considère que la liberté est une valeur qui est structurellement collective. On ne peut pas considérer que la liberté, elle n'est qu'individuelle. Et parce que sinon, pour moi, on tue les choses. Je me souviens, j'en avais discuté, j'avais interviewé un un des grands philosophes qu'on a sur enfin, qui est un libertarien qui s'appelle. Oh zut, je suis absolument désolé. C'est normal, c'est le Euh, matin, on enregistre ça à 10h, on est entre Noël et le Nouvel An, on met un peu plus de temps à démarrer. c'est exactement ça. C'est un. Mais si, on a un super philosophe qui est hyper intéressant, qui s'appelle Gaspard Koenig. Le nom finit par me revenir. Gaspard Koenig, sur la liberté et sur le fait que c'était collectif.
et sur des valeurs. Et moi, je me souviens, lui défendait un point qui était de dire, mais les gens ont le droit de vendre leurs données personnelles, mais il faudrait qu'ils aient le droit de les vendre et qu'elles ne soient pas données par les entreprises. Et moi, je lui faisais un rapprochement en lui disant, je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'en fait, si on va jusque-là, on considère que le corps humain aussi est à vendre et donc les gens pourraient avoir le droit de se vendre un rein. Et en fait, là, il était mal à l'aise. Néanmoins, je disais, sauf que ça, dans la loi française, c'est interdit. Parce que dans la loi française, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps est indisponible, en fait. C'est comme ça que c'est décrit. Et en fait, le corps humain est considéré comme étant un bien collectif dont tu as l'usufruit, mais c'est pour ça que tu n'as pas le droit de vendre de cheveux, de sécrétions, de etc., terrain, etc. C'est parce qu'en fait, il ne t'appartient pas, il est indisponible au sens légal. Et en fait, je pense que c'est des questions qui, en fait, à travers de la technologie, aujourd'hui, on doit tous se les poser. C'est quelle société on veut. Et en fait, c'est pas aberrant, parce que comme la technologie n'est jamais que la modélisation d'une représentation sociétale du monde qui détient la diffusion d'informations, l'organisation entre les gens, qui décide quoi, etc., c'est logique que le moment où, dans le code, on fixe ces choses-là, puisque c'est notre métier, et ça, on le sait tous, c'est pour ça qu'il y a des projets IT qui deviennent si durs dans les boîtes, c'est parce qu'en fait, derrière, ils fixent l'organisation de l'entreprise. Et ben en fait, le moment où on fait ça, on crée en fait cette volonté de normer les choses. C'est pour ça qu'en tant qu'ingénieur aujourd'hui, il faut qu'on se repenche sur les notions philosophiques et qu'on se pose la question de notre sens de travail dans la société, parce qu'en fait, pour moi, ça a un impact direct. Alors du coup, tu me donnes une transition toute faite, c'est-à-dire que on parle effectivement de cet aspect société qu'on fait ensemble, ce besoin de centralisation, de décentralisation. Une des grosses news qu'il y a eu aussi sur cette année 2021, c'est que Facebook est devenu Meta pour la création de son métaverse, avec Zuckerberg qui prévoit, qui, 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 qui projette la création d'un univers comme dans le livre Ready Player One. Et pour toi, c'est quoi ça? C'est une façon pour Facebook d'essayer de contrer l'émergence du Web3 et d'essayer de garder un contrôle sur tout ça. C'est une utopie, c'est un rêve sympa. C'est quoi pour toi le métaverse? Alors, pour être sincère sur le métaverse de Facebook, moi je pense que la première raison d'être de cette news, c'était donner quelque chose à manger aux journalistes très intéressés par l'histoire de Frances Hogan. Et donc, je pense que la première news, c'est quand même Facebook qui est effectivement paniqué par les révélations qui sont faites de l'organisation interne de son travail. Et je pense que c'est la première raison d'être de toute la news autour de Meta de la part de Zuckerberg. C'est pour moi un vaste écran de fumée. Après, moi, sur le fantasme Ready Player One, sur le fantasme du métaverse, euh, c'est pas la première fois qu'on l'a. C'est intéressant parce que Oui, comme ça fait maintenant 15 ans que il y je avait eu bosse. Second Life il y a très très longtemps. Ouais, et avant Second Life, on avait eu le web 3D avec VDL, je sais plus quoi, qui était une norme totale du louer 3C, machin, truc qui a jamais pris, parce que c'était inemployable. Euh, c'est, enfin, pour moi, il y a un fantasme autour de cette idée-là, qui est un fantasme qui carbure beaucoup à la science-fiction. Je suis pas, je- moi, je suis assez peu enfin, sensible à ce fantasme-là, pour être tout à fait sincère. En tant qu'ingénieur, je suis pas, on pourrait s'attendre à ce que ça m'excite, mais en fait, je suis assez peu excité en fait par ce truc-là. J'avoue que je comprends pas nécessairement pourquoi ce serait une bonne nouvelle. Et du coup, je suis pas très excité par ce truc-là. Et surtout, je vois mais une série de contraintes techniques, mais délirantes avant d'en faire un produit MVP, tu vois, qui est terrifiante, quoi. Enfin, l'outil même est quand même, pour l'instant, pas facile à appréhender, quoi. C'est les casques de réalité virtuelle, c'est pas très agréable. Et quand on me dit, en fait, tu vas te téléporter dans un univers dans lequel tu t'assieds à une table et tu auras un écran, eh ben, écoutez, les gars, moi j'ai déjà des écrans, ils sont de qualité, ça se passe très bien, et je vois pas très bien l'apport qu'on a là-dessus. Autant l'immersif dans le jeu vidéo, je suis convaincu. Par contre, c'est plus du tout le jeu vidéo d'avant où tu pouvais jouer 12 heures d'affilée.
c'est fatigant, Mhm. à la fois pour tes yeux, pour tes sens, pour physique aussi, parce que du coup, tu bouges, etc. Par contre, c'est une expérience qui est incroyable. Et en même temps, bah, comme pour l'instant, tu n'as pas le retour haptique, même si je sais, ils ont fait des annonces autour de ça, on est quand même très très loin d'avoir un retour haptique décent en fait sur ces technologies-là. Et du coup, je suis pas aujourd'hui, je suis pas très emballé. Moi, je trouve que le rebranding de Facebook est plutôt lié à un truc, c'est que Facebook en tant qu'entreprise sent bien que Facebook commence à sentir fort. Donc, en tant qu'entreprise, ils se disent si on s'appelle Meta, c'est mieux. Et surtout, comme ils savent très bien la quantité de news pas terribles qui leur arrivent, ils ont besoin de créer d'autres news qui présentent un futur. Moi, je trouve que le futur que présente Zuckerberg est dystopique et ne me fait pas fantasmer. Mais néanmoins, ça leur permet de projeter un futur. Par contre, l'autre partie qui est intéressante, c'est que ça va mettre de l'argent dans toutes les technologies de retour haptique, dans toutes les technologies immersives, qui, elles, au-delà de l'usage métaverse Ready Player One gamifié qui existent, sont quand même des technologies qui auront des applications notamment industrielles incroyables de capacité à déporter en fait le travail de quelqu'un et faire travailler des gens dans des environnements où on ne peut pas travailler, que ce soit très profond sous l'eau, dans des endroits de température, dans des environnements pollués, au cœur d'un réacteur. Enfin, donc ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant qui est du travail de fait là-dessus, parce que c'est des techniques et des technologies dont les applications seront multiples. Par contre, le métaverse en lui-même, j'avoue que moi, je comprends pas le fantasme là-dessus. Et pour moi, c'est essentiellement un écran de film. Je sais pas ce que toi, t'en penses. Hein. Ouais, moi je suis d'accord. Pour moi, c'est un. Moi, j'ai du mal à croire en fait à la réalité virtuelle. Je crois beaucoup à la réalité augmentée. Tu vois, je pense que les Google Glass, c'était une première pierre d'un outil assez incroyable. Et je pense que c'est des choses qui vont réellement fonctionner. La réalité virtuelle, il y a un côté trop. Comme tu le dis, c'est pas un truc que tu peux faire longtemps. Tu fais une demi-heure de réalité virtuelle dans ton casque, tu commences effectivement à avoir un petit peu la gerbe et à être un petit peu fatigué. Si tu as des lunettes, déjà en plus, c'est pire. Aujourd'hui, c'est encore des moyens qui sont quand même techniquement lourds. En général, il faut quand même que tu aies une bonne machine derrière si tu veux un truc correct et compagnie. Donc, c'est quand même pas forcément hyper accessible. Donc, moi, je suis d'accord avec toi là, sur ce côté-là, sur le fait que la réalité virtuelle, moi, j'ai du mal à y croire. Euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est une annonce qui. Enfin, je sais pas, ça peut effectivement générer beaucoup d'investissements sur des domaines connexes. Tu parles effectivement de retours haptiques qui passent à beaucoup de choses. Je sais pas, ça peut générer aussi beaucoup de choses sur l'interactivité, sur l'accessibilité. Tu sais, ça peut driver beaucoup de choses sur aussi la création de hardware. Mais pour moi, ça reste potentiel parce qu'en fait, si ça bide, si ça fait un flop, au même titre que d'autres technos l'ont fait avant, bah, du coup, en fait, les investissements ne vont pas suivre et du coup, ces avancées technologiques qu'on pourrait espérer, bah, elles viendront pas en fait. Tu vois ce que je veux dire. Et comme pour moi, il y a quand même moi, j'ai vraiment du mal à croire à la réalité virtuelle comme étant un truc mainstream. Pour moi, c'est un truc qui restera soit dans le domaine du jeu vidéo pour des gros gamers, pas forcément des hardcore gamers, mais en tout cas pour des gros gamers. Et je vois pas, j'en vois pas un truc mainstream quoi. Mm. Je sais pas ce que ça va devenir. Mais je pense qu'à date, ouais, pour moi, c'est essentiellement Zuckerberg qui essaye d'éloigner ce qui sent fort. Je vois qu'on avait des réactions aussi assez intéressantes sur la partie Web3, juste pour répondre à une des questions sur le modèle économique centralisé avec la pub et la décentralisation du modèle économique de la pub sur le web, qui je pense est un des enjeux à poser. Il y a une boîte qui, je pense, fait un travail incroyable là-dessus, c'est Brave, puisque Brave, ils passent leur temps à chercher des nouveaux modèles. Donc Brave, ils font un navigateur. Ils font aussi un moteur de recherche depuis quelques temps, puisqu'ils ont racheté l'équipe de Clix, qui était une boîte qui faisait un moteur de recherche en Allemagne. Et donc, ils ont été rachetés par Brave. Et ils ont un token qu'ils appellent le BAT, le Basic Attention Token, qui est qui est un token où, en fait, tu utilises Brave. Brave calcule le temps que tu passes sur tous les sites. Et à la fin, propose de payer en BAT les sites dont il a bloqué la pub, en fait. Et donc, l'idée, c'est de remplacer les paiements de la pub. Et donc, je pense qu'on pourrait imaginer effectivement des technologies basées sur la blockchain
pour donner d'autres moyens de rentabilité du web. Mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. Mais effectivement, je pense que c'est une des possibilités qui est ouverte. Et je pense qu'il y a très peu de gens, pour moi, il y a trop peu de gens qui bossent dessus dans le cas présent. Ça, je suis entièrement d'accord, mais c'est vrai que ça commence à se développer. Et je pense qu'on est au tout début, en fait. Tu vois, il y a encore 2 ans, on parlait des cryptos uniquement pour l'aspect crypto-monnaie. Et aujourd'hui, tu vois, moi, ça fait vraiment quelques mois où on commence à parler des NFT, de tout ce que ça va engendrer derrière. Et tu vois, on commence enfin à avoir des usages de la blockchain qui sont pas uniquement de la spéculation sur du Bitcoin, qui au final j'ai envie de dire assez peu de valeur. Tu vois, je parle pas sur l'aspect financier parce que ça prend trop de la valeur, mais ça a aucune valeur sociétale, humaine, intellectuelle. Enfin, tu vois, le Bitcoin jusqu'à aujourd'hui, c'était quand même pas, ça avait pas grand intérêt, quoi. Sur les autres sujets aussi, pour revenir peut-être à des sujets plus peut-être un petit peu plus orientés dev. Moi, il y a une news que j'ai vu passer cette année que j'ai quand même trouvé assez marquante, c'est que Python est devenu le langage le plus demandé par les recruteurs en 2021. Je sais que chez Clever Cloud, vous êtes très branché Rust. Euh, Comment est-ce que toi, tu vois cette émergence de Python qui est là depuis quand même un long moment, mais qui, plus le temps passe, petit à petit, arrive à grappiller son chemin en haut du classement? Je pense pas que ce soit une émergence, je pense que c'est un travail de fond Mm. de la communauté Python. Python, c'est ce qui a dans la big data et dans le machine learning, dans la continuité, était souvent le langage de glue, en fait. Ce qui a permis à beaucoup de non-devs, parce que Python a la réputation d'être accessible, l'est-il réellement? Je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a des trucs dans la syntaxe qui me donnent des boutons, mais admettons, il y a des choses dans la syntaxe qui sont même très directement héritées de basique, etc. Et ça en donne un langage qui est en fait assez simple à maîtriser, ce qui a permis à des gens qui n'avaient pas nécessairement une culture de développeur de développer les morceaux de glue nécessaires en analyse de données pour faire des choses métiers dont ils avaient besoin. Et en fait, tu avais moins besoin qu'ils soient développeurs enfin, que comprenant du métier qu'ils attaquaient, en fait. Je sais pas si je sais pas si je suis clair dans ma façon de m'exprimer, mais enfin, moi, ce que j'ai plusieurs fois expliqué, c'est qu'un développeur, c'était pas quelqu'un qui savait écrire du code, c'était quelqu'un qui savait écrire du code et qui comprenait le métier qu'il devait automatiser. Et en fait, parfois, tu as plus besoin de quelqu'un qui comprend le métier que tu dois automatiser et qui va être capable d'aller importer ces connaissances-là dans du code, quitte à ce que des développeurs passent derrière, nettoyer et rendre le truc performant. Mm. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que le calcul soit juste. Et je pense que Python a, comme langage, réussi à se positionner pour plusieurs raisons. La facilité de binding de librairies binaires dans Python et l'accessibilité de sa syntaxe réussit à se positionner dans le secteur big data et surtout dans le secteur machine learning où aujourd'hui, bah, il est incontournable. Même si après, quand tu vas exécuter beaucoup de machine learning sur les mêmes chiffres, tu vas aller chercher des gains de perf en réimplémentant. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout une comparaison avec Rust, hein, qui fait un autre game, mais on pourra reparler de Rust un peu plus tard si on veut. Mais je pense que la raison d'être de Python qui émerge, c'est clairement la façon de réfléchir l'informatique qui évolue avec des gens dont le boulot est vraiment de travailler sur la data, que ce soit de façon statistique, ce qu'on pourrait appeler de la big data, ou en traitement automatisé avec du machine learning. Et pour moi, ça vient dans un cycle scientifique compléter un cycle qui est en train de se produire dans plusieurs sciences. Si tu me permets une digression, euh, en fait, la science moderne se pose beaucoup sur un truc de Pascal, qui est ce qu'on appelle le réductionnisme. C'est-à-dire que tu prends un problème, tu le découpes en petits problèmes, tu fais la somme, et chaque petit problème devient des petits problèmes et des plus petits problèmes. Et en fait, si tu les résous tous et que tu fais la somme globale, bah, tu as résolu ton problème. Et ça, c'est l'informatique procédurale, littéralement, est codée comme ça. Tu crées une procédure qui appelle des procédures, qui appelle des procédures, qui appelle des procédures. Et en fait, à la fin, tu as résolu ton problème. Et ça peut résoudre plein de soucis. Et ça, en science, ça a eu un impact qui est majeur. Si on prend la médecine quand on dit bah, on va voir l'endocrinologue, le cardiologue, le néphrologue, bah, on prend chaque organe du corps humain
le corps humain n'est qu'un gros puzzle avec plein d'organes, et donc chaque organe, on va le connaître, et après, quand on fait la somme, on a un corps humain, ça marche. Par contre, quand tu as des erreurs de transcription systématique d'une protéine dans tel endroit qui en fait a un impact sur tel endroit, et en fait on appelle ça une erreur de transcription, mais comme en fait elle est systématique, c'est probablement un fonctionnement normal, et que ça a des impacts croisés, on sait pas du tout le gérer parce qu'on n'a pas de vision holistique. Et en fait, c'est le problème du réductionnisme, et c'est un mouvement global dans toutes les sciences, il y a eu du réductionnisme à tous les étages, c'est l'histoire d'Adam Smith en économie, qui est quelqu'un qui est très réductionniste, c'est l'histoire de Taylor en sciences de l'organisation, qui a littéralement, c'est le réductionnisme appliqué à la distribution du travail, c'est ça. Il y a eu un élan qu'on appelle la complexité, qui est porté par quelqu'un qui s'appelle Edgar Morin, qui maintenant a 100 ans, mais à peu près toute sa tête, qui est un mec passionnant, qui a écrit un truc qui s'appelle Le Nouveau Discours de la méthode, qui est un bouquin que moi, personnellement, je trouve très pénible à lire, et donc je vous recommande d'aller lire des résumés, en fait. Et la complexité, c'est quoi? C'est le moment où tu dis, bah, quand tu réfléchis à un système, tu dois réfléchir à un système où tu le bornes, et tu vas essayer de réfléchir dans ce système-là à ses interactions, et après, tu vas changer la taille de ton système et répliquer cette architecture à plusieurs endroits, et donc avoir un système dont l'architecture est variable. Et donc, la complexité te dit quoi? Te dit qu'il y a un certain nombre d'interactions complexes qui forment un tout, et que ça a plus d'interactions que ça pourrait en avoir. Autrement dit, quand jamais tu prends des carottes, des navets, des poireaux et du plat de côte de bœuf, que tu le mets dans une marmite, à la fin, tu n'as pas des carottes, des navets, des poireaux, tu as un pot-au-feu. Et le pot-au-feu, qui est un tout, a plus de valeur que la somme des parties composantes. Vous voyez ce que je veux dire là-dessus? Je ne sais pas si je suis clair Très dans clair. mon explication. Cette interaction de la complexité, qui est l'arrivée d'un nouveau mode de pensée de résolution de problèmes scientifiques, elle a un impact sur toutes les sciences. Donc les premiers à s'en être saisis, c'est évidemment tout ce qui est sciences molles, parce que c'est plus simple dans les sciences molles de saisir la complexité, et donc ça a été fait en sociologie notamment, et c'est l'arrivée de gens comme Bourdieu, etc. Mais ça a été fait également dans d'autres sciences. En mathématiques, ça a donné notamment ce qu'on appelle les statistiques bayésiennes, qui sont des statistiques d'un niveau de complexité complètement mortel, mais qui sont excessivement utilisées en machine learning, et j'y viens. En médecine, ça a donné quelque chose qu'on appelle la biologie des systèmes. La biologie des systèmes, c'est essayer de comprendre des systèmes biologiques plus larges que juste les interactions à l'échelle d'un organe, mais essayer de comprendre des interactions à l'échelle d'un plus large organe, ce qui est sponsorisé en plus par le fait que de plus en plus on comprend comment marche la médecine. Hein. La médecine aujourd'hui, parce que du coup j'ai beaucoup traité avec des médecins, la médecine en fait, si vous voulez, il y a un débat actuellement entre deux façons de faire de la médecine. Vous avez des médecins empiristes, donc typiquement Didier Raoult, qui disent bah, on a une molécule, on la donne à Roger et on va voir comment va Roger. Est-ce que ça soigne sa maladie ou est-ce qu'il meurt? Ah, et si on le fait sur beaucoup de gens, on a des cohortes statistiques et donc du coup, on peut en déduire que. Et tu te retrouves avec des médicaments, on ne sait pas comment ils marchent, mais on sait qu'ils marchent. Et c'est comme ça qu'a fonctionné l'essentiel de la médecine depuis le début du 19e siècle. Et en fait, aujourd'hui, on a une compréhension chimique de comment ça marche. Donc, beaucoup de médicaments, en fait, ils sont ingénierés de par la chimie aujourd'hui. Mais c'est très chiant parce que tu donnes une molécule, elle est bouffée, elle doit passer la barrière du côlon, puis se coller à une molécule, puis finir dans le foie, là, elle va être dégradée et synthétisée, créer une autre molécule, réussir à se coller pour aller là où tu en as besoin. Enfin, c'est très compliqué. Ce qui fait qu'il y a encore quelques médicaments qu'on donne aux gens, on sait qu'ils marchent statistiquement, mais on n'a aucune idée de pourquoi ils marchent. Parce qu'en fait, on n'est pas capable d'expliquer leur fonctionnement. Et aujourd'hui, ce qui se passe en médecine, c'est qu'en fait, on a des gens qui de plus en plus comprennent comment fonctionnent les choses. Et ben, chez nous, c'est un peu ça qui se passe aussi dans la science informatique. Et en fait, ça, c'est apporté par la complexité. Et en fait, si vous voulez, euh, le machine learning, c'est le moment où on dit, bah, il y a des choses, on ne sait pas comment les faire. En fait, on ne sait pas décrire avec des mots comment on entend. Entendre, c'est une expérience. Et en fait, quand tu es enfant, ton cerveau existe. Et quand tu es tout petit, en fait, tu prends des impulsions dans le cerveau, tu ne sais même pas que c'est tes oreilles. Et avec le temps, tu finis par comprendre que c'est tes oreilles qui t'envoient du son, puis à les modéliser sous forme d'ondes sonores, puis avec le temps, en regardant les gens se parler, et quand on dit passe-moi le sel, donner un truc qui ressemble à une salière, comprendre que passe-moi le sel, c'est des mots, comprendre la notion de mots, et en fait, ça prend plusieurs années d'auto-apprentissage, mais à la fin, tu es capable de parler. Et en fait, c'est des phénomènes qui sont tellement innés chez nous. Enfin, c'est pas inné, c'est acquis, mais c'est tellement des réflexes qu'on n'est pas aujourd'hui capable d'expliquer à un ordinateur comment le faire. C'est pour ça qu'on avait des résultats lamentables tant qu'on a essayé en fait de faire l'algorithme
qui faisait de la transcription audio ou la transcription visuelle. Par contre, au moment où on s'est dit, alors on n'y comprend rien, on va créer des réseaux de neurones, créer un phénomène d'apprentissage en écoutant des trucs et en disant ça veut dire passe-moi le sel, qu'avec le temps, on va être capable d'entraîner des réseaux neuronaux qui vont fonctionner comme notre cerveau. On ne comprend pas comment fonctionne l'algorithme, c'est trop compliqué pour nous, mais par contre, dans sa complexité, on est capable de l'appréhender via le machine learning. Et ça, en fait, c'est l'arrivée de la complexité dans les sciences de l'informatique, qui était un univers complètement réductionniste. Et en fait, cet impact-là de la complexité dans notre science dure à nous, qui était l'informatique, qui vient donc impacter notre métier de façon totale, en fait, génère un énorme appel d'air de compétences parce que ça crée un champ des possibles incroyable. Et donc, l'outil qui a réussi à se positionner le plus là-dedans, bah, du coup, génère un appel de compétences. Et aujourd'hui, c'est pour ça, à mon avis, que Python devient le premier langage de programmation demandé, parce qu'en fait, c'est le langage qui, aujourd'hui, traduit ces choses-là. Oui, mais tu vois, ce qui est étonnant, c'est que si tu en fais le premier langage demandé, euh, ces projets que tu décris sont certes passionnants, sont certes des très gros projets, mais la majorité des projets aujourd'hui dans le monde, c'est pas des projets d'IA, c'est pas des projets de machine learning. Donc, tu vois, c'est quand même étonnant que Python se retrouve le langage le plus demandé, alors que, tu vois, moi, j'ai envie de Oui, mais penser tout que... le monde projette aujourd'hui d'en faire. Tout le monde projette d'en faire. Donc, tu demandes aux gens d'avoir la compétence pour avancer dessus. Et même si tout le monde ne fait pas de l'IA, beaucoup de gens vont faire de la colle d'IA, tu vois. C'est-à-dire que je reconnais des caractères là, je les fais passer par un autre algo machin, et à la fin, j'ai reconnu des factures. Et en fait, tu n'es pas obligé d'être la personne qui fait les algorithmes cœur IA hyper compliqués du réseau de neurones, qui en fait, ceux-là sont en général faits en C, parce que sinon, c'est trop lent. Et en fait, ces trucs-là, toi, la capacité à comprendre, et ces morceaux de code-là, bah, tu les fais en Python. Oui, ça, c'est vrai qu'il y a il y a une simplification quand même de ces trucs-là. Aujourd'hui, tu fais du machine learning de manière beaucoup plus simple qu'avant, enfin, même ne serait-ce qu'il y a 3 ans. Et c'est vrai que Python, là-dessus, tu as une facilité, tu as une accessibilité de ces outils-là qui est quand même assez surprenante, quoi. Ah, pour moi, c'est ça l'enjeu. Mm. Et alors, tant qu'on en est aussi à parler de langage, il y a une news qui est passée cette année. Il y a une étude qui a été faite du coup de W3 Tech qui dit que 78% des serveurs tournent sous du PHP aujourd'hui, ce qui est quand même un gros record. Qu'est-ce que ce genre de news t'inspire? Euh, alors, je pense que c'est plutôt les noms de domaine qui tournent sous PHP que les serveurs, parce que je pense que si on parle en serveur, ça va pas Ouais. être la même chose. Euh, Moi, je suis pas spécialement surpris. Je trouve le chiffre toujours haut, mais en fait, je pense que PHP a toujours été simple et accessible pour créer des sites web. Je pense que WordPress a même encore gagné des parts de marché parce que pour faire un site web vitrine, c'est quand même une très très bonne solution. Et je pense que ce qui se produit, c'est juste qu'en fait, le web, d'un côté, il y a de l'affichage et de l'autre côté, il y a des choses très complexes. Les choses très complexes sont rarement faites en PHP pour des raisons plus ou moins valables, mais que la partie générée de l'affichage dans le web, en fait, PHP a encore une très très large part de marché. C'est une stack qui est simple à maintenir, c'est une stack qui a beaucoup d'expérience là-dessus. Enfin, tu vois, si tu pars de zéro en Haskell pour faire un site web ou tu pars de zéro en PHP, c'est plus simple de le faire en PHP parce que tu as WordPress, quoi. Donc, moi, je pense que ça reste le premier langage serveur et qui va être compliqué à détrôner. Il y a des projets qui ont voulu détrôner les grands CMS PHP. Tu as les gens de Ghost, notamment en Node, etc., qui veulent créer des gros CMS. Mais pour l'instant, je pense que la surface d'installation de PHP est tellement forte. Et, euh, et comme les sites web ne disparaissent pas, mais s'entassent, je pense que PHP va rester pendant très longtemps là. Et en plus, c'est un langage qui continue à bien évoluer. Enfin, aujourd'hui, PHP 8, il y a des très belles perfs, ça avance bien, la communauté SN. Pendant longtemps, c'était très compliqué, le core contributing de PHP. Les mecs passaient leur temps à s'insulter sur les mailing lists et compagnie. Aujourd'hui, je trouve que l'atmosphère est beaucoup plus détendue et je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment de qualité qui sont release dans la communauté PHP, notamment sur la version 8. Et donc, je pense que c'est normal que ça continue voilà, à grossir et à faire son approche parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent au quotidien en faisant du PHP et ça ne me semble pas aberrant, hein. C'est effectivement une techno qui est prédominante, mais c'est toujours étonnant de voir. Je suis d'accord avec toi, en fait, ce chiffre. Alors, on peut effectivement
discuter sur la pertinence de ce site, parce que je suis d'accord, c'est le nombre de sites et pas le nombre de serveurs. Donc, Google a vu le nombre de serveurs. Si tu comptes par serveur, forcément, ça changera un peu les choses. Mais c'est toujours étonnant, je trouve, de voir une techno aussi ancienne qui est quand même beaucoup décriée. Même si je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, PHP 8 est quand même beaucoup mieux que ce que c'était. Qu'en fait, les gens décrivent PHP 5, mais ça fait longtemps qu'on fait plus du PHP 5. Mais du coup, c'est toujours étonnant de voir une techno autant décriée, qui soit autant prédominante au final. Ouais, mais ça, après, tu sais, c'est les fameux grands cycles de la désillusion où, en fait, c'est pas quand une techno est hype qu'elle est réellement employée. En général, c'est quelques années plus tard, quand on lui a donné des usages, au moment où tout le monde connaît aussi ses problèmes. Et en fait, c'est parce que tu connais ces problèmes aussi que tu es bon à la gérer. Une technologie qui n'a que très peu d'emplois, bah, en fait, quand tu as un problème, bah, tu es tout seul, il faut que tu cherches. Aujourd'hui, si tu mets un serveur PHP en prod, bah, mine de rien, tu vas trouver assez facilement de l'info quand il va y avoir un problème. Enfin, quand il va y avoir un problème, tu vas trouver comment le régler parce que c'est documenté en fait. Tu l'as fait bien planter, tu le connais bien. Donc du coup, il y a de la doc et il y a du retour, quoi. Hmm. Complètement d'accord. Et alors, du coup, pour continuer sur les aspects langage, alors, je suis peut-être un petit peu biaisé là-dessus, mais moi, il y a un truc que j'ai découvert en 2021 qui m'a complètement bluffé, c'est le no-code, le low-code, no-code. J'ai découvert un truc qui s'appelle Integromat il y a à peu près 6 mois de ça. Et je trouve ça gueudin, en fait, le niveau de qualité, le nombre de trucs qu'on peut réussir à faire sans taper aucune ligne de code. Et au final, de vraiment créer de l'intelligence. Alors, ça reste aujourd'hui, c'est du mashup d'API, très clairement. Donc, tu peux pas faire un jeu vidéo en no-code, bien sûr. Mais je trouve que Tu peux, pas avec Integromat, mais tu peux faire des choses Ouais. assez poussées en jeu vidéo. Et je trouve que ça, c'est un. Je trouve cette ouverture, en fait, de notre métier à des gens qui n'ont pas la formation de développeurs, c'est une image que je prends de plus en plus souvent. J'imagine que tu as vu Ratatouille, le fameux film de Pixar. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu ou qui l'ont pas noté, mais du coup, l'histoire dans Ratatouille, c'est que donc il y a le chef Gusto qui crée un livre qui s'appelle Everybody Can Cook. Et il y a un chef il y a un critique gastronomique qui est choqué de ça parce que lui il considère qu'il n'y a que les grands chefs qui peuvent cuisiner et qu'en fait c'est que les gens qui ont fait les études qui peuvent cuisiner et devenir des grands chefs. Et il découvre en fait grâce à Rémi, à ce fameux rat, que en fait quand Gusto dit que everybody can cook, ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir un grand chef, mais que le fait de devenir un grand chef peut émerger de n'importe où. Et c'est ce que je trouve génial en fait avec ces outils de no-code et de low-code et cette démocratisation de cette technicité. C'est qu'en fait, aujourd'hui, n'importe qui peut créer une application web, mobile, ce que tu veux. Et du coup, ça démultiplie forcément les usages, les inventions, les avancées qu'il y a. Et ça, je trouve, moi, c'est un truc que je trouve absolument formidable. Et pour moi, ça a été ma grande découverte de 2021, quoi. Je pense que ce qui est le plus important, en fait, là-dedans, c'est que en tant que spécialiste de quelque chose, ce qu'il faut toujours comprendre, c'est que tu vas rendre ce que tu fais de plus en plus simple et plus facile d'accès. C'est-à-dire que petit à petit, le métier des développeurs, il se décale vers d'autres choses, d'autres sujets. Et effectivement, à une époque, mettre un site en ligne, il fallait être développeur ou il fallait au moins connaître HTML, aller faire ton site HTML, te connecter à un serveur, larguer l'HTML dessus. Et en fait, n'importe quelle news à rajouter sur le site web, bah, en fait, il fallait que le développeur aille l'ajouter dans l'HTML. Et puis, bah, petit à petit, les choses ont changé. Il y a eu FrontPage. Et donc, en fait, quelqu'un pouvait juste aller rentrer dans FrontPage la news et mettre le site en ligne d'un grand coup de FTP. Puis après, on est arrivé avec des logiciels de plus en plus complexes, et notamment les CMS. Au début, des trucs comme Spip qui te permettaient d'écrire des news. Et en fait, l'utilisateur pouvait aller directement écrire des news. Je me souviens à l'époque, tu avais déjà des développeurs qui disaient oui, mais ils le font moins bien que nous, c'est nul. En plus, c'est moins précis, etc. Et je suis d'accord, c'est moins précis, c'est moins calibré, mais en fait, ça fait le boulot et les gens avancent. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que de plus en plus, on va faciliter la vie des gens. Moi, je me souviens qu'il y a un peu plus de 10 ans, dans l'écosystème nantais, il y avait une boîte qui était très déjà no-code, et son boss avait écrit un billet de blog qui disait, maintenant qu'on a Drupal et Helg,
Elg, pour ceux qui ne savent pas, c'était une espèce de réseau social d'entreprise open source en PHP qui a toujours été très pénible à utiliser. Mais voilà. Maintenant qu'on a Drupal et Elg, la totalité du web peut s'écrire sans les développeurs. Merci, repartez faire du SI d'entreprise. Maintenant, tout le web va s'écrire avec Drupal et Elg. On n'a plus besoin de développeurs. Et tu vois, c'était déjà cette approche no-code. Je disais, genre, ben non. En fait, il y a plein de choses où tu avais des développeurs qui faisaient des choses pour l'instant qui vont être effectivement abstraites, mais en fait, il y a plein de nouveaux usages qui vont se générer sur lesquels il va falloir des développeurs. Et quand tu disais, bah, on ne peut pas faire un jeu vidéo, si, c'est pas vrai. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, j'avais un pote qui passait sa vie sur RPG Maker. Et RPG Maker te permettait de coder un jeu vidéo RPG 2D isométrique qui te permettait de faire tes aventures. Et le mec tripait à écrire ses aventures. Et ouais, il y avait très très peu de code dedans. Tu écrivais à la limite un petit bout de script Lua des fois. Et lui n'était pas développeur, hein. Et pourtant, il s'éclatait là-dessus. Et en fait, c'était déjà du no-code. Et en fait, moi, ce que je pense du no-code, c'est que c'est à chaque fois, ça va être sur des aires bien contrôlées, tu vois, où on va pouvoir le faire. Ça va toujours poser des problèmes à des moments, bah, notamment de performance et de scalabilité, parce que tu es obligé de faire des compromis dans ta structure de no-code pour être capable de gérer ça. Et ça va toujours bah, empêcher certains nouveaux usages, parce que tout simplement, le morceau de code n'existe pas. Par contre, ce que tu disais qui était de faire du mashup, bah, c'est littéralement ça. Et quand tu es dans un environnement borné, je pense que ça permet de le créer. Et si ça permet d'emmener au code des gens qui n'y étaient pas, mais qui sont des sachants d'un domaine, qui, via le no-code, vont comprendre leur capacité créatrice, puis se dire qu'ils peuvent apprendre le code et aller et transcender leur no-code pour aller vers de la vraie innovation, je pense que c'est vrai. Et je pense que surtout le métier de développeur va continuer à s'exploser. Et tu as des développeurs qui vont être de plus en plus proches du métier et de moins en moins techniques, c'est-à-dire qu'ils ne sauront pas comment fonctionne une carte réseau. Et tu as des développeurs dont le travail est faire de la tuyauterie. Et moi, c'est ce que j'explique souvent. Ce qu'on fait chez Clever Cloud, c'est littéralement créer la tuyauterie pour les autres. Et des fois, les gens nous disent que vous faites, c'est incroyable, machin, vous écrivez des databases. Vraiment, on écrit des databases. Oui, mais en fait, toi aussi, tu pourrais. C'est juste que nous, notre métier, c'est de le faire. Et donc, on va faire cette tuyauterie-là pour toi, pour que toi, derrière, de façon très abstraite, quand tu gères ton problème métier, tu te poses zéro question sur le traitement de ta donnée parce que ce n'est pas ton problème. Et je pense que c'est ça un peu l'enjeu qu'il faut avoir pour tout le monde. C'est cette capacité-là, en fait, à abstraire les problèmes pour que tout le monde puisse avancer dans ses dossiers. Je ne sais pas si je suis mais clair. complètement, moi c'est un avis que je partage. C'est comme ce que j'ai. On m'a déjà dit ça en fait, qu'avec le no-code, on n'avait plus avoir besoin de développeurs. Et moi ce que j'explique en fait, c'est si tu regardes le cinéma, il y a 20 ans, si tu voulais montrer un film au monde entier, il y a 20 ans, il te fallait des producteurs, des distributeurs, des cadreurs, des preneurs de son, des régisseurs, des tas d'acteurs. Enfin, il fallait une équipe colossale, il fallait des moyens colossaux pour pouvoir diffuser le truc. Aujourd'hui, tu sors ton téléphone, tu prends un film, tu mets sur YouTube, c'est marre. Et en fait, ça n'empêche pas qu'on fait toujours des films de qualité professionnelle. Et ça n'empêche pas qu'il y a des gens sur YouTube qui font des films qui sont absolument gueudins, avec très peu de moyens. C'est juste qu'en fait, on a réussi à supprimer des barrières techniques qui permettent du coup à des tas de gens de s'exprimer autrement. Donc aujourd'hui, il y a YouTube, mais évidemment, il y a aussi TikTok, il y a aussi Snapchat. En fait, il y a plein de réseaux, Instagram qui permettent de faire des choses absolument dingues. Et juste, on a levé des barrières techniques. Et pour moi, le no-code, le low-code, c'est ça aussi, en fait. C'est qu'on lève des barrières techniques qui permettent à plein de gens de faire des tas de trucs. Et comme tu le dis, effectivement, à des devs d'aller se concentrer, du coup, entre guillemets, à des vrais devs, à des gens dont c'est le métier, d'aller se concentrer sur autre chose pour aller lever d'autres barrières techniques pour permettre aux gens après de faire encore plus de choses avec les moyens qu'on leur met à disposition. Et je trouve que c'est. Mais voilà, pour moi, le low-code, ça a été une vraie découverte cette année. Il y a encore peu de temps, je ricanais quand j'avais des collègues qui me disaient ouais, moi j'ai réussi à faire ça avec Integromat, c'est cool, tu devrais regarder. Je disais bah t'es sympa, mais moi avec mes technos je fais mieux et plus vite et plus efficace. Et puis en fait j'ai découvert qu'en fait il y a des tas de trucs que tu fais en fait beaucoup mieux avec Integromat que ce que tu ferais en t'emmerdant à sortir un framework, à mettre en place un serveur, ce genre de choses quoi. Pour rester sur des sujets techniques, avant d'essayer de faire le récap de ce qu'on avait plus ou moins prédit l'année dernière et de ce qu'on va essayer de prédire sur l'année prochaine, il y a aussi un élément cette année qui a été marquant, c'est l'aspect sécurité. Où en 2021, on a eu le record des attaques Zero Days sur l'année, mais genre de manière flagrante, c'est-à-dire qu'on a fait quasiment x3, je crois, par rapport à l'année précédente. Et on termine l'année avec la faille Log4j
qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup parler. Vous qui du coup êtes en plus chez Clever Cloud assez... enfin j'imagine que vous êtes quand même assez impacté par ces sujets-là. Du coup, c'est quoi toi Oui, on va le dire comme ça. on peut le dire comme Assez ça. impacté. La vision de la sécurité pour toi en 2021, est-ce que ça a été un enjeu majeur ou ça l'a toujours été? Enfin, tu vois, comment est-ce que toi tu l'as senti cette année sur un aspect sécurité? Euh, pour moi, la sécurité a toujours été un enjeu majeur. Par contre, aujourd'hui, enfin, cette année était plus pénible que les autres, clairement, et ça va pas s'arranger. En fait, les couches et le nombre de dépendances que tu as pour créer un serveur web continuent à augmenter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 15-20 ans, un serveur web, tu avais Apache 2, de booter sur ta machine, tu servais des pages HTML, barre. Puis tu t'es mis à exécuter du code en fonction de l'utilisateur. Donc là, tu as mis du CGI. Donc là, déjà, ça a commencé à bien déconner. Puis petit à petit, ça s'est transformé. Chacun a mis ses petites choses. Et puis, bah, les langages sont devenus plus élaborés, mais avec des dépendances et des dépendances et des dépendances. Et donc, en fait, la quantité de code globale avec laquelle tu interagis quand tu livres quelque chose est de plus en plus forte. Au global, ça a permis la sécurisation. C'est-à-dire qu'avant, on ne validait pas, par exemple, les inputs de champ, ni client-side, ni server-side, whatever. On envoyait ça dans la base de données. Et puis, bah, si jamais il y avait de la SQL injection, ah merde, Roger, on s'est fait pouner. Voilà. Alors que normalement, aujourd'hui, si tu déconnes pas trop, ce qui n'empêche pas aux gens de continuer à Normalement. déconner, mais si tu déconnes pas trop, tu utilises un framework qui fait le stripping de ce qui pourrait ressembler à du SQL avant d'envoyer dans la BDD. Et aujourd'hui, dans tous les langages, enfin, tous les langages ont aujourd'hui ces couches-là. Après, il y a des gens qui décident de ne pas les utiliser parce qu'ils n'ont pas d'habitude, parce que machin, parce qu'ils n'ont pas compris, etc. Mais il y a toujours ces chaînes-là. Et en fait, de plus en plus, tu as ces choses-là. Moi, je me souviens, les gens me disaient, mais ce qu'on faisait sous Windows 95, c'était génial. Windows 95, c'était un noyau 16 bits avec une interface graphique en 32 bits et aucune protection de la mémoire. Autrement dit, dans la mémoire, quand tu étais un programme, tu disais bah, moi, je vais aller écrire à telle adresse mémoire là. Et personne ne s'intéressait si c'était une adresse mémoire à toi ou celle d'un autre programme. C'est pour ça qu'il y avait tant de blue screen of the desk, parce qu'en fait, des fois, en tant que développeur, tu t'étais pané sur l'enregistrement de tes adresses mémoire, et en fait, tu allais écrire un morceau de mémoire pour quelqu'un quand on avait besoin, et en fait, tu allais lui écraser des bouts de son programme, et du coup, quand il allait lui accéder à la mémoire, tu foutais tout par terre, surtout quand tu avais été écrire dans le kernel. Et donc, en fait, depuis, tu peux plus faire ça. Il y a une prévention de la mémoire. Et aujourd'hui, dans tous les systèmes qu'on utilise, si jamais, en tant que programme, tu vas dire, moi, je veux aller écrire dans tel bout de la mémoire, c'est l'OS, c'est le kernel, en fait, qui fait la répartition de la mémoire, qui te dit bonne ou mauvaise idée. Tu vois, genre, oui, c'est possible, ou non, c'est pas possible. Et en fait, tous ces codes-là, sont d'abord du code que tu ajoutes en plus dans ta pile d'exécution, mais également des instructions processeurs que tu ajoutes en plus. Alors, il se trouve qu'on a des processeurs de plus en plus rapides, multicœurs, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre sur la totalité de l'évolution, c'est que la masse de code à laquelle tu parles quand tu interagis est devenue délirante. Et notamment, c'est devenu une masse de code que personne n'est capable de comprendre. Ce qui renvoie à l'explication que je faisais tout à l'heure sur la complexité et le réductionnisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des telles masses de code que personne ne sait les analyser, en fait, parce que c'est trop vaste. Et donc, ça génère quelque chose qui est que bah, cette totalité de code, bah, comme tout code a des chances d'avoir des failles, et comme tout le monde l'a en dépendance, bah, tu te tapes des failles. Et puis, bah, comme en fait l'open source a triomphé et que bah, du coup tout le monde utilise des dépendances open source, bah, comme le code est dispo, bah, en fait, quand tu touches à un bidule, bah, en fait, ça spread sur la totalité des dépendances. Donc, assez facilement, ça fait du bruit et ça fait du dégât parce qu'en fait, tout le monde s'en sert. Donc, je pense qu'il y a cette dimension-là d'abord à comprendre qui est importante. La deuxième chose, c'est que du coup, dans les années 90, il y a un dogme sécuritaire qui est apparu, qui était le dogme du si c'est battle-tested, ça se passera bien. Autrement dit, quand tu as une dépendance, si tu la testes pendant 10 ans, c'est qu'elle va bien et qu'elle ne merdera jamais. Sauf que ça, avec l'apparition de la complexité, et des multicouches, c'est devenu faux. Là où tu es en sécu, c'est quand tu es à jour. C'est pas du tout quand tu as du code vieux, machin durci. C'est pas vrai. Ce qui est important, c'est réduire le scope du code. Et donc, c'est pour ça que chez Clever, on aime beaucoup tout recompiler. Parce qu'en fait, on dégage toutes les fonctionnalités dont on n'a pas besoin et dont nos clients n'ont pas besoin.
Et de l'autre côté, c'est être à jour parce qu'en général, la faille, elle a été corrigée. Une faille dans la glibc comme Poodle, non, c'était pas une. C'est pas celle-là, c'était Ghost. Donc, une faille où tu pouvais faire de l'exécution arbitraire en faisant une résolution DNS. Elle avait été corrigée dans 2 versions majeures de la glibc avant que la faille soit trouvée. Le truc, c'est que Debian ne l'avait pas mis à jour. Ubuntu ne l'avait pas mis à jour. Red Hat ne l'avait pas mis à jour. Pour cette espèce de dogme complètement débile du si c'est du vieux code, ce sera du code safe. Alors que nous, on a eu passé la faille sans tamponner, c'était corrigé. Euh, tout comme, tu vois, cette problématique de compilation, la dernière faille qu'il y a eu dans KVM, c'était une faille, c'était il y a 4 ou 5 ans, et c'était une faille dans le driver d'émulation de disquette 3 pouces et demi. Nous, on a vu passer la faille, on a haussé les épaules. Enfin, sur notre cloud, évidemment, notre KVM n'avait pas le driver d'émulation de disquette 3 pouces et demi de compilé. Il n'a rien à foutre là, en fait. Enfin, et donc, le mieux, c'est de ne pas s'en servir. Par contre, quand j'ai vu tout le monde les bras en l'air, en courant, en hurlant que c'était un problème, Red Hat, Google et compris, parce que tout le monde utilise des binaires qui savent faire le café, ah bah évidemment, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'au lieu de réduire ton spectre de faille, tu utilises des binaires grandioses. Donc je pense qu'il y a le premier problème qu'on a en sécu, c'est cette capacité d'avoir un truc des années 90 où la compilation était dure et compliquée et très longue. Et donc on utilise des binaires qui viennent de l'extérieur parce qu'il vaut mieux que quelqu'un d'autre ait fait ton binaire. Et ça, je pense que c'est une connerie. Aujourd'hui, on a des ordinateurs super puissants. Compiler le kernel Linux qui prenait des heures avant. Ça prend 15 minutes sur ma machine. Il faut arrêter de déconner. 15 minutes, on peut se le donner, tu vois. Donc, la première chose, c'est comment on compile nous-mêmes en prenant que les features dont on a besoin. Ce qui, pour l'utilisateur final, aujourd'hui, pas du tout outillé, c'est la merde. Et ça, je suis parfaitement d'accord pour dire que c'est pas simple à faire, mais néanmoins, ce serait une approche intéressante à réfléchir. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter de gérer du vieux code. Il faut avoir des nouveautés. Et donc, en fait, d'un côté, la multiplication de la complexité, et de l'autre côté, cette espèce de vieille vision marché sécuritaire complètement débile sur le vieux code, fait qu'aujourd'hui, on a une explosion des CVE, qui est un drame, et qui fait que on en colle partout. Et après, il y a maintenant des automatismes à prendre. C'est quand vous voyez arriver une faille grave qui fait du bruit sur un sujet, vous pouvez vous attendre à des répliques dans le mois qui vient. C'est-à-dire que Log4j a un problème. Ce n'est pas la première fois que Log4j a un problème, mais c'est compliqué aussi ce que fait Log4j. Donc, c'est logique qu'il puisse y avoir des problèmes. Donc, le problème est spoté dans Log4j. Du coup, tous les chercheurs en sécu regardent Log4j. Et du coup, tu te tapes 3 CVE dans les 15 jours qui suivent de problèmes de sécurité. Par contre, ça veut dire que là, Log4j est globalement sécurisé. Alors, ce qui est génial, c'est que tu as des gens qui disent on va dégager ce Log4j. Ouais, c'est ça, pour un petit moment. Bon, on a fait une remise à zéro de toutes les failles de Log4j. Là. Je pense qu'on a à peu près trouvé les failles de Log4j. Donc, tous les gens qui se disent ah bah du coup, on va dégager cette merde, non, pas du tout. Là, ça y est, il a été bien audité dans tous les sens. Lui, il va très bien maintenant. Passer à la suite. Je trouve ça assez intéressant cette comparaison que tu fais où avant effectivement on disait qu'un truc qui était là depuis 10 ans en fait c'est quelque chose qui est robuste et du coup on est safe dessus et qu'aujourd'hui en fait c'est au contraire on a changé de paradigme là-dessus donc en fait il faut se mettre à jour en permanence et en même temps c'est un sujet qu'on a souvent c'est que quand aujourd'hui tu as des environnements c'est ce que tu évoquais tout à l'heure cette complexité qui s'accumule. Aujourd'hui, plus personne n'a une code base qui est uniquement fait maison. À chaque fois, tu as un framework, puis tu as un ensemble de librairies, de modules, de gemmes, enfin, tout un ensemble, chacun a son terminologie, mais tu vois, tu as ton package manager où du coup, tu as des dépendances en middleware qui font du café, hein, c'est possible aussi. Et du coup, en fait, aujourd'hui, être à jour, c'est peut-être une des plus grosses complexités aujourd'hui, c'est-à-dire réussir à avoir un environnement qui est parfaitement à jour et qui continue à fonctionner parce que du coup, tu n'es pas à l'abri que tu as la mise à jour de tel truc qui est importante à faire mais qui du coup n'est pas compatible avec la version de machin qui n'est pas encore à jour. Et enfin, tu vois, tu as tellement les package managers, tu vois, c'est vachement récent les package managers. Je crois que c'est quoi, ça a 5-6 ans au final, donc c'est quand même tout frais. Peut-être un petit peu plus, mais, tu vois, mais je pense pas beaucoup plus. Tu vois, ça montre bien qu'il y a une complexité qui est quand même devenue assez forte sur ce sujet-là. Et du coup, de ce que tu décris, il y a une criticité aussi, il y a une importance d'être à jour. Ouais, mais tu vois, aujourd'hui,
tout langage créé se réfléchit avec la problématique de la gestion de tes dépendances, enfin, sauf Go, parce que c'est les mecs de Google et que du coup, ils s'en foutent si tu utilises que le code de Google et qu'en fait, il y a un monorepo interne. Tu vois, mais en fait, sinon, les langages, ils sont créés avec la notion de dépendance. Et je pense que l'approche Semver, tu vois, a beaucoup été poussée et est de plus en plus entendue. Donc, Semver, c'est l'idée de taguer les versions en général 3 chiffres, 1.2.3, où clairement, ce que tu dis, c'est que le dernier point, c'est les failles de sécurité. Les points d'avance, c'est de l'augmentation en capacité, en feature, mais tu ne casses pas la compatibilité. Et si tu changes de version majeure, c'est que tu as pété la compatibilité. Bon, aujourd'hui, ça veut dire que tu peux, de façon raisonnable, aller faire des mises à jour et faire de la montée de version de tes dépendances de façon relativement safe, ce qui ne te ce qui ne t'empêche pas de mettre en place beaucoup plus de tests. Hein, tu vois, l'approche TDD en incluant des tests est, à mon avis, aujourd'hui la meilleure chose que tu aies à faire avec ça, soit parce que tu as des tests unitaires sur des parties métiers, soit parce que tu as des tests d'intégration, y compris qui lancent un navigateur, etc., qui se font. Et tu vois, on parlait du métier du développeur. Aujourd'hui, une partie du métier du développeur est de fournir une base de code qui est facile à auditer, notamment parce qu'elle a des tests et que ces tests lui permettent en fait d'avoir une vie dans la durée. Et tu vois, l'époque où on prenait du code, on le shippait, on le gravait sur un CD, on l'envoyait au client. Et puis c'était fini. Le soft a été livré, c'est plus ça du tout. Aujourd'hui, même un jeu vidéo, tu vois, tu le graves pas sur un CD, tu l'envoies, il sera mis à jour, tout sera mis à jour. Cette notion de base de code figée à un instant T est de moins en moins vraie et on sait qu'on va vers des mises à jour. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut maximiser la capacité dans une base de code à être capable de se mettre à jour. D'abord parce que ton processus de build est simple. Et donc là, on en vient à cette notion de dépendance que tu évoquais. Et c'est pour ça que je pousse les gens à fond vers Semver parce que ça me semble être une façon simple de régler le problème. Donc, travailler vos builds de façon à ce que ce soit pas pénible de build. Et de l'autre côté, les tests. Parce qu'en fait, les tests te permettent de tester tes non-régressions, te permettent de tester ton usage, te permettent de tester des choses. On sait bien que les tests automatisés ne feront pas tout le boulot, mais ils peuvent être des canaris suffisamment forts il y a un truc qui a déconné dans une dépendance pour permettre de shipper de façon assez simple des mises à jour de tes dépendances sans pleurer. Et après, il y a des langages dans lesquels la gestion des mises à jour de dépendance est simple et agréable. Et puis, il y a des versions dans lesquelles c'est pénible as fuck. Si tu prends Rust, on va dire, parce que j'aime beaucoup Rust, mais c'est parce que Rust est un langage très récent, donc a bénéficié à plein d'énormément de recherches et de problèmes qu'ils ont pris en fait dans la durée. Et en fait, Rust aujourd'hui, toutes les dépenses, tu les descends en tant que source et non pas en tant que binaire. Et donc, tu recompiles tout à chaque fois. Et donc, à une globalement bonne gestion de tes mises à jour. Et donc, dans ta ligne de commande, cargo update, tu peux updater tes dépendances. Il va faire le boulot d'update de dépendances, de recompilation, et te dire si ça marche ou pas, et si tu as intégré des tests, de les exécuter, etc. À la différence, et tout le monde sait que j'adore le Scala, les mises à jour de matrices de dépendance dans l'écosystème Scala AK, c'est bon, on va bloquer une journée, il y en a un qui va se taper la dépendance de matrice de toutes nos putains de dépendances parce qu'il n'y a aucun outil pour le faire, et celui qui se le tape, il pète un câble, parce que c'est mal branlé. Sincèrement, c'est mal branlé. Et c'est l'enfer. Mais il y a un moment, il faut le faire. Et je pense que c'est des choses où ça va s'améliorer dans tous les langages, mais aujourd'hui, il y a des langages plus simples. NPM se comporte globalement bien. Si tu fais du Node, ça se comporte globalement bien. Je n'ai pas une expérience monstrueuse de développement avec Composer, donc je ne saurais pas te dire si en Composer, ça se passe bien, mais tu vois, ne serait-ce que même PHP, maintenant, a un package manager, et ça se passe assez bien de bosser avec, quoi. Alors, justement, dans le chat, on a une question, c'est-à-dire que là, on parle des mises à jour de toutes les dépendances qui se font effectivement, assez facilement, sauf certains cas. Mais quid du cas où tu as une application en Java qui a 15 millions de lignes de code que tu as fait en Java 1.2, et le jour où il faut que tu mettes à jour Java, ça a été aussi le cas avec Swift, avec Python, quand ils sont passés à la version 3. Quand c'est ton langage qui lui-même doit se mettre à jour, tu as une complexité de mise à jour qui est là, qui est plus lourde que juste, même en ce cas-là où tu prends une journée entière à t'arracher les cheveux, là, quand il faut que tu refactores tout ton code, c'est pas la même limonade, quoi. Ouais, après, les montées de version sont pas cassantes en Java. Hein. Alors, c'est chiant, il y a des trucs à réécrire, mais en fait, normalement, du Java 1.2 va compiler en Java 13, sauf quelques API.
Et donc, en fait, là, c'est ton compilo qui va te guider là où il faut vraiment que tu fasses une mise à jour. Mais en fait, tu vas faire tes mises à jour. Après, très souvent, enfin, moi, je vois des trucs comme ça où, en fait, le truc, c'est que pendant 7 ans, personne n'a bossé sur la base de code. Les gens qui l'ont écrit sont plus là, etc. Donc, en fait, c'est l'enfer. Mais c'est un enfer organisationnel. C'est-à-dire qu'un logiciel que tu emploies au quotidien, il faut garder de la TMA dessus. Et vraiment, enfin. Et donc, comment tu fais pour une app Java de 15 millions de lignes de code? Bah, tu commences par lancer le compilo en mode diagnostic pour savoir où est-ce que ça va déconner dans ta nouvelle version. Et puis, bah, tu estimes les modules qu'il va falloir absolument monter. Tu estimes les librairies qui ont disparu dans les librairies globales. Enfin, tu vois, dans le cas Prestige, Java, les trucs en RMI, etc., qui sont plus là par défaut. Néanmoins, tu peux les réactiver. Donc, si par exemple, c'est trop long de le virer, bah, tu le réactives. Tu continues à augmenter en fait ton modèle. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de mettre des couches de compat ou d'activer des vieux modules dans des modules récents et que ça a moins de chances de déconner. Et après, bah, tu dépenses l'argent qu'il faut pour écrire les satanés tests qui n'ont pas été écrits à l'époque, parce qu'en fait, tu en auras besoin. Et donc, à la limite, ce que tu fais, c'est que tu codes des façades. Si tu trouves que ton API d'époque n'est pas propre, tu codes des façades et tu testes ces façades-là. Et après, tu pourras changer ce qu'il y a derrière la façade, comme on fait avec les vieux bâtiments, dont on aime bien la façade, mais dont on n'aime pas la structure derrière. Mais effectivement, c'est des projets qui sont... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de magie, hein. C'est des projets qui seront pénibles de toute façon, qui seront difficiles et sur lesquels il faut bien payer les gens et pas trop les emmerder parce que effectivement, c'est des projets difficiles et il faut accepter le fait que ça va coûter un peu cher parce qu'il faut il faut les réécrire et effectivement, parfois, c'est gênant. Mais, Mais après, ce qui est pas mal, c'est que tu arrives dans ton explication à revenir sur ce principe de mise à jour. Tu nous expliques en fait la vraie problématique, en fait, c'est quand tu as un code qui n'a pas été touché depuis 7 ans, où du coup les gens sont plus là. Enfin, tu vois, en fait, peut-être, tu as peut-être une montée de version à faire sur ton langage, mais en fait, le vrai problème, c'est que t'as un applicatif qui n'a pas été mis à jour, qui n'a pas été recodé depuis 7 ans. Et en fait, le vrai problème, il est là. bah ouais, après, par contre, quand tu as des gens qui doivent gérer cette problématique-là, après, dépendant des fois, mais on peut imaginer que dans les 15 millions de lignes de code, il y a de la tuyauterie et de la partie algorithmique, voire de la partie algorithmique dont tu n'as pas la moindre idée de comment elle marche, parce que les gens qui l'ont fait à l'époque ont validé un contrat, un truc, un machin, et en fait, c'est tellement abstrait pour toi que c'est pas gérable. Et je pense que dans ces cas-là, la meilleure option, c'est de te débrouiller pour faire de cette base de code-là une bibliothèque, en fait une lib que tu adresses depuis une base de code récente. Et en fait, tu essayes petit à petit de couper les rapports avec cette lib. Et quitte à shelfer en fait la totalité des dépendances, à en faire une dépendance monolithique avec qui tu parles. Et en fait, tu la désexposes au maximum du reste du SI et du net. En fait, tu vois ce que tu traces en sa direction vers les trucs que tu n'as pas le choix, tu dois faire Mm. ça. Mais en fait, tu essayes de t'épargner toute la tuyauterie qui, elle, a probablement vraiment très mal vieilli parce que, tu vois, dans l'écosystème Java, c'était peut-être du cocoon. Bon, en fait, sur les 15 millions de lignes de code, tu as quand même énormément de gestion de ton cocoon, tu vois, c'est quand même beaucoup ça. Et en fait, aller reprendre ça, c'est l'enfer sur Terre. Enfin, il y a autre chose à faire. Par contre, toi, ton objectif, c'est d'aller taper les parties algorithmiques de ce truc-là. Et en fait, pour moi, dans ces cas-là, l'une des options, c'est de faire devant quelque chose de propre, d'aller taper ces morceaux-là et de se comporter au maximum pour l'intégrer en tant que librairie. Mais c'est une idée comme ça de ce qui m'est donné par la question d'Arensil. Hein. Ça n'est jamais qu'une des hypothèses. Mais je pense que de toute façon, à un moment, c'est pas facile à faire. Ouais, Ouais. clairement. Alors, avant de passer à une phase un peu plus de prospective sur l'année à venir, on va faire un peu le bilan de ce qu'on avait, enfin, surtout ce que toi, tu avais prévu sur l'année 2021. Lors du dernier épisode de l'année dernière, ce que tu avais évoqué comme chose qui allait peut-être marquer l'année, tu étais resté très low level. On avait parlé du M1 d'Apple. Tu avais parlé de Rust. Euh, Ouais. Est-ce que du coup, pour toi, est-ce que le M1 a effectivement changé la donne en 2021? Est-ce que toi, tu as vu des impacts et avec Rust, vous en êtes où aujourd'hui? Alors, moi, sur le M1, et sur le fait qu'il y a de nouveau une guerre dans le semi-conducteur, je pense qu'il y a une vraie histoire. Enfin, d'abord, tu as AMD qui a commencé à revenir et à attaquer Intel.
avec les EPYC, les Threadripper, etc., qui sont des très bons processeurs. Et donc, déjà, la suprématie d'Intel a été un peu contestée, ce qui, pour finir, est sain dans le marché, même si je suis personnellement un très, très grand fan d'Intel et depuis très nombreuses années, et j'adore ce qu'ils font. Je trouvais qu'ils ronronnaient un peu ces dernières années et que ça les oblige à bouger un peu. Et là, je ne sais pas ce qu'ils vont annoncer, mais je sais qu'ils ont des annonces à faire début janvier. Je sais qu'il y a des choses qui vont arriver qui sont extraordinaires et je pense que c'est sain que ça bouge. La deuxième chose dans les semi-conducteurs, c'est qu'on est face à une pénurie aujourd'hui, qui est la désorganisation industrielle induite par le Covid et par un certain nombre de problèmes, l'arrêt des usines au Texas où il y a eu un drame, qui est le froid, les problématiques également qu'il y a eu à Taïwan suite à des tremblements de terre. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui, on est en pénurie de semi-conducteurs, que ce soit les microchips à 1,7$ que tu colles dans les bagnoles pour régler les rétroviseurs, ou que ce soit les très gros chips. Donc, c'est le bordel, ou les ASIC des routeurs et switches. Enfin, il y a un problème de semi. Ce problème de semi crée une tension sur le marché qui, au final, favorise l'entrée de nouveaux acteurs qui seraient rapides donc, et qui seraient malins. Donc ça, c'est une bonne chose. Et la dernière chose, c'est qu'effectivement, Apple décide de se désenclaver de l'écosystème Intel et lance son propre chip, qui a ceci de brillant, c'est qu'en fait, à la fois, c'est une intégration industrielle, c'est-à-dire qu'en fait, en faisant leur propre chip, bah, ils prennent la marge du chip dans leur marge, donc c'est bien. Ensuite, c'est une simplification industrielle, parce que comme ils ont fait un SoC, en fait, donc ça veut dire un system on chip, c'est-à-dire que tu mets la RAM et un certain nombre d'autres contrôleurs à l'intérieur du chip, et donc dans ton chip, il y a tout. Ça veut dire que tu es très rapide à l'intérieur de ça. Ça a d'autres contraintes dont on pourra parler après, mais c'est des choses qui sont très simples. Donc en fait, ta carte mère, c'est jamais que du câblage, en fait. Il y a plus tout ce qui est très chiant à équilibrer sur une carte mère, comme discuter avec la RAM, parce qu'il faut équilibrer chaque piste au poil de cul pour être capable d'aller causer avec la RAM. Sinon, tu as des problèmes de timing dans ta discussion avec la RAM et tu as des erreurs de lecture RAM, enfin, ce genre de choses. Donc, d'un côté, ça résout des problèmes, de l'autre côté, ça en génère. Et le SoC qu'ils ont créé est un système d'intégration qui est génial. Si tu regardes bien, bah, en M1, ils ont fait un MacBook Air. Puis après, ils ont pris le même SoC, ils l'ont mis dans une boîte différente, ils ont fait le Mac Mini. Après, ils ont pris le même SoC, ils l'ont mis dans une autre boîte, ils ont fait le iMac machin truc. Après, ils ont pris le même SoC, ils l'ont mis dans une autre boîte, ils ont fait l'iPad Pro. En fait, à chaque fois, les mecs, ils changent la boîte en alu, mais c'est la même machine. Enfin, et donc, c'est une intégration industrielle violente. Enfin, c'est génial. D'un point de vue industriel, ils font des économies quand ils font ça. Donc, je trouve ça assez brillant. Et leur processeur est cool. C'est un ARM. Et quand ils sortent ensuite le M1 Pro et Max, waouh, la claque. Enfin, c'est quand même un processeur incroyable qui consomme très très peu d'énergie. Alors évidemment, c'est plus simple à faire pour eux vu qu'ils contrôlent toute la stack logicielle au-dessus. Bah, en fait, ils recalibrent toute la stack logicielle pour que ça tourne dessus et ils l'optimisent. Et puis comme ils ont un impact très fort sur le marché, ils vont voir les gros fournisseurs de logiciels. Ils leur disent, bah, tu veux que ta vidéo elle fonctionne sur le M1, bah, tu te sers de ce SDK, on peut t'aider à le faire. Par contre, tu migres parce que sinon, on va te pourrir dans l'App Store. Et c'est pour ça que Zoom fonctionne nickel là-dessus, Teams fonctionne nickel là-dessus, etc. Parce qu'en fait, quand tu as la taille d'Apple et que tu imposes une architecture processeur aujourd'hui, tu fais ce que tu veux. Ce qui est d'autant plus drôle que si on se souvient il y a 10 ans, quand ils ont migré sur Intel, ils ont migré sur Intel parce que justement, leur posture de tout petit dans le marché faisait que c'était insupportable pour eux de réussir à gagner des développeurs et donc, en fait, ils sont passés sur Intel pour réussir à gagner des développeurs qui fassent du soft pour leur machine. Là, ils prennent leur propre architecture parce qu'ils sont tellement dominants dans le marché, ils ont une tellement grosse part. En fait, les développeurs sont obligés de les suivre et qu'en fait, les développeurs achètent des M1 aujourd'hui pour être capables de vérifier qu'ils sont compatibles avec les M1, sachant que les développeurs les connaissent, c'est une architecture qui est proche des A qui sont dans les iPhones, etc. Donc, je pense que ce qu'ils ont fait sur le M1 est important. D'abord parce qu'ils ont transformé l'essai. Tu vois, de pas juste avoir le M1, mais d'avoir également le M1 Pro et le M1 Max, qui sont des très bonnes machines. Et pour être transparent, moi, en ce moment, j'ai un Mac avec un M1 Pro dedans. C'est le Mac du futur. Tu passes la journée déconnecté de l'électricité en call pendant 8 heures. Tu fermes ton laptop à la fin, il a 40% ou 50% de sa batterie encore. Enfin, c'est le futur. Enfin, c'est incroyable comme machine. Et du coup, ça fait que tous les développeurs ont facilement un arme à se mettre sous la dent avec lequel jouer. Et ça a un impact délirant. Ça a un impact que
c'est-à-dire que le ARM côté serveur peut se retrouver. Donc là, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a Nvidia qui veut racheter ARM, mais ARM est anglais. Est-ce qu'ils vont être réellement autorisés à racheter ARM? Enfin, même les États-Unis ont quand même prononcé un avis défavorable. Je pense que le rachat de ARM par Nvidia me paraît assez peu probable aujourd'hui. Euh, Parce qu'en fait, ça intéresse tout le monde que ARM reste un acteur indépendant. Mais d'abord, il y a Nvidia qui veut aller également sur le chip CPU et a clairement dit qu'ils iraient sur du ARM là-dessus. De l'autre côté, l'approche avec un risque 5 qui permet, enfin le risque 5 de coordination des M a remis un peu le focus là-dessus, ce qui fait que tout le monde se réexcite sur les architectures risque 5, ce qui est hyper intéressant. De l'autre côté, bah, comme tout le monde a pris l'habitude de compiler en cross-compilo, parce que du coup, il y a les M1 qui sont dans le marché, bah, en fait, ça ouvre la possibilité à des processeurs ARM server-side d'exister. Et tu prends des boîtes comme Ampere Computing. Donc, Ampere Computing, c'est une ex-VP de Intel qui a monté une boîte de processeurs ARM qui s'appelle Ampere, qui fait un processeur très intéressant. Et là, en Open Compute, les gens de Wine sortent avec Ampere des machines dans lesquelles, dans 4 U d'exécution, tu mets 2000 cœurs, quoi. Enfin, enfin, vous imaginez le nombre de raspailles que ça fait, quoi. Enfin, c'est délirant, quoi. C'est une concentration délirante et ça bouffe bah, pas beaucoup d'électres, en fait. Et donc, c'est assez excitant. De l'autre côté, ça cornerise un peu Intel, qui du coup se retrouve obligé de sortir des nouveautés qui, à mon avis, ils avaient sous le coude depuis un petit moment. Et donc, ça, c'est excitant aussi, ça remet des choses. Comme en plus, sur leur architecture traditionnelle, AMD les emmerde. Je pense qu'au global, le pavé dans la mare d'Apple, qui dit, bah, nous, on change d'architecture logicielle, et qui du coup met des processeurs non Intel et non architecture Intel dans les laptops de plein de gens, bah, en fait, ça crée un appel d'air, ça crée une excitation et ça remet le sens au niveau des semi-conducteurs dans un marché qui effectivement est un peu excité. Et nous, on le voit bien, ça fait un moment qu'on bosse sur la partie semi. On bosse beaucoup, nous, avec une boîte qui s'appelle Calray en France, pour créer des DPU, qui est en fait l'architecture Nitro d'AWS. Bah, AWS aussi, qui a maintenant ces Graviton, qui sont des processeurs ARM qui mettent dans le cloud. Enfin, on voit que cette excitation arrive. Et je pense que le pavé dans la mare qui était la M1 de l'an dernier va continuer à se concrétiser en générant voilà, une dynamisation du marché du semi-conducteur, du processeur, qui est salutaire pour tout le monde et qui va à la fin au bénéfice du consommateur. Voilà, c'est... Il y a quand même un truc qui m'étonne dans le move d'Intel, c'est que Intel, pour moi, ils n'ont pas annoncé de truc spécialement gueudin depuis l'annonce du M1. Donc toi, tu nous dis qu'ils vont annoncer des trucs qu'ils sont sous le coude depuis un petit moment. Mais en même temps, j'espère en tout cas que Intel, ils savaient qu'ils n'allaient pas être renouvelés dans leur contrat avec Apple. Tu vois, ils l'ont... Contractuellement, ça a dû à un moment, ils ont dû se dire, ah tiens, là, il y a un truc qui pue. En termes de volume, ils nous en commandent moins. Le contrat est pas renouvelé. Tu vois, il y a un moment, ils ont dû avoir au moins, je pense, au moins un an d'avance entre le moment où ils savaient qu'ils n'allaient pas être renouvelés et le moment où Apple l'a annoncé au grand public. Et alors, je suis d'accord que c'est des process de Pas recherche sûr qu'ils aient qui eu sont... beaucoup d'avance. C'est Apple, hein, c'est des vicieux, hein, Apple. Hein. Je Ouais, suis mais tu pas vois, sûr que les mecs aient eu énormément d'avance. ils ont quand même dû voir quand même qu'il y avait une baisse dans le... Tu vois, il y a forcément un moment où... Oui, tu me diras, c'est vrai que Apple, ils ont fait un rollout progressif, donc peut-être que le dip a mis du temps à se... Mais bon, enfin, tu vois, je trouve qu'ils ont mis un petit peu de temps, mais je trouve qu'ils mettent un peu de temps à bouger dans un écosystème qui, effectivement, est en train de... comme tu le dis, ils ont mis un coup de pied dans la fourmilière et c'est en train de... c'est en train de s'affoler partout. Nvidia, avec tout ce qu'ils font, sur tout ce qui est machine learning, IA et compagnie, ils bougent effectivement beaucoup. Et je trouve qu'Intel est un peu dans un peu comme le lapin pris dans les phares de la voiture, quoi. Ouais, après, ils ont aussi changé de direction. Là, c'est le retour de Pat Gelsinger. Je pense qu'il a fallu réorganiser les Mm. choses, mais je suis plus confiant aussi sous cette direction-là d'Intel de nouveaux mouvements. Donc, je pense qu'au global, le fait que ce soit de nouveau un sujet de discussion est une bonne chose. Là, ça faisait quelques années qu'en fait, on parlait plus des CPU, on s'en foutait. Et là, clairement, c'est de nouveau un sujet de discussion, un sujet sur lequel il faut regarder.
Et je pense que c'est au global bénéfique pour tout le monde, quoi. Alors, on va du coup maintenant passer à l'aspect projection sur 2022. Alors, moi, j'avais pas fait de projection début 2021 sur ce qu'il y aura en 2021. Donc, du coup, je vais rétablir la chose en commençant en faisant une prédiction. Moi, ce que je vois pour 2022, je pense qu'Apple va arriver avec une device de réalité augmentée. Et je pense que ce sera le début de la fin pour la réalité virtuelle sur un aspect mainstream. Et je pense que du coup, Meta va se. Je dis pas qu'ils vont se casser la gueule, mais pour moi, la réalité augmentée, ça va être un, ouais, un coup de grâce pour la réalité virtuelle sur le long terme. Et je pense que du coup, va y avoir un réajustement de la part de Facebook. Voilà. Quand Apple, en général, lance un truc, il y a des, il y a des conséquences derrière. Et je pense qu'ils vont annoncer un truc de réalité augmentée que ça va fortement impacter les choses. Et je pense que du coup, Google, après derrière, va ressortir ses Google Glass. Moi, je crois beaucoup à la réalité augmentée. Et de ce que j'entends, Apple va l'annoncer en 2022. Et je pense que ça va exploser très vite, quoi. Alors, autant moi, je suis absolument sûr qu'ils sont en train de bosser dessus, parce que clairement, autant je suis pas sûr qu'ils le sortent cette année, parce que Apple, ils ne sortent quelque chose que quand l'expérience est nickel, et je suis pas sûr qu'ils arrivent à faire leur expérience aujourd'hui. C'est pas sûr. Hmm. Je ne sais pas. Pour moi, c'est la grande question. Euh, mais par contre, là où je suis en alliance avec toi, c'est que le jour où la réalité augmentée, un device qualitatif sort, le métaverse est clairement en très très mauvaise posture. Hmm. Je pense qu'on reprendra un hiver nucléaire sur le métaverse de 10 ans avant qu'un autre ait besoin de pumper son machin et machin. Moi, je pense que ce qui va se passer, donc la première prédiction, c'est que Meta va rien livrer du tout en 2022. Voilà, ça c'est la première chose que je pense. Je pense que d'un point de vue politique, je pense que l'Europe va continuer à affirmer sa volonté de représenter quelque chose au sein de la tech. Et on l'a senti ces derniers temps, et même nous, on sent une vraie traction sur ce qu'on fait chez Clever. En des années, moi, j'ai tenu un discours sur ce qu'on faisait, et ça ne prenait pas. Et maintenant, on sent une traction. Et je pense je pense que les choses vont quand même avancer. Et je pense que c'est assez, voilà, je pense que c'est assez cool pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Euh, donc la première chose, c'est je pense qu'on va continuer à avoir l'affirmation de l'Europe. Je pense que la continuation de la réécriture du low level par Rust va continuer. En fait, cette année, Mozilla a fait un gros layoff de beaucoup de gens parce qu'ils n'avaient plus d'argent et ils ont beaucoup laissé partir des grands talents de Rust qui ont essaimé partout. Et en fait, Amazon a annoncé qu'ils allaient réécrire AWS en Rust. Microsoft a annoncé que Rust serait first citizen sur les API Windows et que tout le low level maintenant chez Microsoft serait écrit en Rust. Euh, enfin, voilà, il y a énormément d'entreprises, enfin, toute la blockchain est beaucoup écrite en Rust pour des raisons de perf et d'empreinte mémoire. Nous, évidemment, on va continuer avec Rust. Enfin, il y a énormément de boîtes qui avancent sur le level en Rust et je pense qu'on va voir les premiers fruits là-dessus. Maintenant, le kernel accepte du code en Rust également, et je pense que l'impact de Rust dans le low level va continuer à avancer, ce qui est un impact qui est synchrone avec les changements sur le CPU, parce que les architectures ARM ont en général plus de cœur, parce qu'elles sont rapides, machin, enfin bref. Donc du coup, on a des choses assez intéressantes, je pense, qui vont continuer à se produire dans cet écosystème-là. Donc ça, c'est une de mes prédictions. C'est Rust va continuer à gagner de la part low level et on va commencer on va commencer à récolter un peu sur ce boulot-là parce que pour l'instant, on a beaucoup donné et pas assez récolté, je pense. Euh, sur, euh, sur le mobile, je pense que le duopole Android-iOS va commencer à se fissurer. Je pense que les Asiatiques prépare depuis longtemps des choses et je pense que l'écosystème Android va continuer à se fractionner, avec notamment Huawei qui est parti un peu de son côté, c'est Huawei Pay, etc. Et je pense que l'écosystème mobile va continuer à se fractionner
peut-être sur des bases d'Android vraiment divergées, peut-être sur d'autres bases. Je pense que l'écosystème mobile va commencer à se fragmenter en 2022. J'en suis assez convaincu. Et tu vois Euh, tu vois un acteur en particulier, Huawei, Samsung, LG, se positionner, quitter la sphère Android ou un nouveau qui va arriver alors, Huawei, ils sont partis sur un fork hmm. d'Android. Et Samsung, ils ont 3 projets en interne pour prendre la suite d'Android. Et Google en a un. Donc, tu vois, la guerre est là. Je pense que la guerre est là. Et je suis assez convaincu que ça va continuer à avancer. Donc, Bah, top. ouais, ça, je suis assez convaincu. Bah écoute, on se revoit du coup dans un an pour faire le bilan de ces prédictions. Avant de conclure ce podcast, alors je te repose une question à laquelle tu as déjà répondu 2 fois, mais qui est la question rituelle du podcast pour ceux qui ne le connaissent pas et qui viennent de nous rejoindre sur Twitch. La question la plus importante pour tous les devs, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Alors, moi, je suis espace. Et puisque tu me poses des questions sur les outils de dev, je vais te faire part d'une de mes découvertes de l'année. Euh, donc cette année, on a encore plus travaillé remote que d'habitude. Et du coup, on a eu des vraies envies de pair coding. Et je trouve que tous les outils de pair étaient un peu pétés. Donc le premier idée de l'outil de pair, c'est que tu partages ton écran dans ta vidéo conf, machin. Mais tu vois, des fois, tu as envie d'aller coder du code. Et en fait, tu as besoin de manipuler le même IDE. Et moi, j'avais trouvé tous les outils de pair jusqu'à présent. Je n'étais pas du tout satisfait avec. Et cette année, on s'est mis à utiliser, donc c'est une option payante, enfin, il y a du temps gratuit, mais c'est une option payante d'IntelliJ. Moi, je trouve que le boulot que fait JetBrains au global sur tous ces IDE est incroyable. Et si vous n'avez pas utilisé un IDE JetBrains depuis un moment, quel que soit votre langage, parce que maintenant ils ont une couverture qui est quand même très large, je vous enjoins à les retester, ces outils-là. Et ils ont un truc de pair coding qui s'appelle Live Share ou je ne sais plus quoi, enfin, Live Code, je crois. Non, ça ne doit pas être ça. Mais enfin, c'est pas grave. Ils ont un truc de pair programming qui te permet de juste envoyer un lien en fait à quelqu'un qui, même s'il n'a pas JetBrains, téléchargera un exécuteur et permettra de pair programmer avec lui, qui est mais incroyable. L'outil est délirant à utiliser. Et ça fait des années qu'on nous promet le pair programming. Voilà, Code with Me. Merci à Rancid, ça s'appelle Code with Me. Ça fait des années qu'on nous promet des outils de pair programming qui vont changer notre vie de développeur, etc. Software craftsmanship, tout ce que tu veux. Et ben, c'est la première fois que je trouve que l'outil, ça y est, en fait, il rencontre les expectations et c'est agréable à utiliser. Et voilà, j'ai pas de réaction de JetBrains, c'est pas le point, mais voilà, je suis hyper enthousiasmé par cet outil-là. Et enfin, là, on est à l'orée d'un demi-confinement, dirons-nous, de plus. Et ben, je vous enjoins à tester ça entre développeurs parce que moi, j'ai trouvé que c'était un très bon outil. Et puis un outil qui permet de travailler ensemble. En plus, je suis archi fan de la reco, donc je vous enjoins effectivement aussi à tester ce genre d'outils, de façon de travailler aussi. Merci beaucoup Quentin pour ce débrief de l'année 2021. On te retrouve du coup sur Twitter, sur votre podcast, un petit peu partout. Tu es très présent. On mettra tous les liens dans la description, bien évidemment. Donc voilà, je voulais te remercier de participer à cet exercice annuel avec moi. Merci à toi de ton invitation. J'espère que ça a plu aux gens. Ben, N'hésitez pas à commenter sur Twitter. voilà. Merci à tous pour cette année 2021 qui fut absolument géniale avec vous. Normalement, donc là, on vient de terminer un calendrier de l'avant du podcast IFTTD où il y a eu plein de cadeaux qui ont été gagnés. Il y a plein d'énigmes qui ont été postées et résolus. Donc ça, c'était vraiment canon. Normalement, au moment où sort cet épisode en podcast, il y a une boutique IFTTD qui est disponible avec un ensemble de goodies divers et variés qui permettent aussi, c'est aussi un moyen de participer pour vous à ce podcast. Vous avez le Patreon qui est disponible. Mais je vous invite surtout à rejoindre la communauté sur Discord, où on discute de choses et d'autres. Voilà, on est entre devs. Et du coup, c'est un endroit bienveillant et plutôt très sympa. Et donc, merci à tous ceux qui y sont déjà et qui ont participé à l'animation tout cet été. Et je vous invite aussi, si vous écoutez ce podcast sur Podcast Addict, il y a eu un changement d'hébergeur du podcast et du coup, toutes les notes ont disparu. Donc, je vous invite à remettre une note sur ce podcast, sur Podcast Addict, avec un petit commentaire sympa et une note 5 étoiles aussi, bien évidemment, si vous pouvez. Je vous remercie à tous de vos écoutes, de partager le podcast autour de vous. Je vous souhaite une excellente année 2022. Je vous souhaite aussi une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien.
Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.